Bonsoir à tous et à toutes. Avec Patrick Artus, nous avons la lourde tâche de conclure cette première journée et à la fois de résumer la richesse des échanges qui nous ont occupés ce matin, toute cette journée, et de rebondir sur un certain nombre de thèmes qui nous ont particulièrement intéressés. Alors l'idée, évidemment, c'est de rester synthétique, puisque Patrick Artus et comme moi-même, nous avons un sens aigu des responsabilités, des priorités. On ne voudrait pas retarder le moment tant attendu cocktail dînatoire, donc on va essayer d'aller assez vite. Alors en écoutant nos intervenants, j'ai eu le sentiment d'assister à un moment de lucidité sur la situation européenne. Une lucidité ni défaitiste ni nostalgique, mais active, à l'image de ce que le rapport Draghi a appelé de ses voeux, à savoir un sursaut européen. Pierre-André de Chalandard, ce matin, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, l'Europe a besoin de se réveiller. La question qui nous a occupés, c'est comment ? Comment faire de ce réveil une renaissance ? Comment gagner à la fois en efficacité, en principe démocratique, dans nos institutions comme dans les entreprises ? Parce que ce réveil européen, ce sursaut européen dont il a été question aujourd'hui, il n'est pas simplement économique, il est éducatif, technologique et social. Mon collègue et doyen Christophe Lavial ce matin a eu raison d'expliquer que le dialogue entre économistes, enseignants et entreprises était essentiel. C'est un outil stratégique pour préparer les jeunes générations à comprendre, à transformer le monde qui nous entoure, où en particulier la maîtrise des connaissances compte autant que la compréhension des transformations, comme l'a souligné le grand témoin de ce matin, Mustapha Fourard. Et la lucidité dont je parlais à l'instant est passée par le premier thème qui nous a occupés, à savoir l'innovation. La table ronde sur l'intelligence artificielle a illustré cette tension européenne entre ambition et dépendance stratégique. Béatrice Kozlowski, ce matin, nous a rappelé que l'Europe a 10 points de retard dans l'usage de l'IA, et pourtant, elle nous a expliqué que l'Europe pourrait se distinguer par une voie singulière, celle de la frugalité intelligente. La directrice générale d'IBM France a ainsi prôné une IA éthique, sobre, fondée sur la réversibilité et la maîtrise des données, bref, une IA européenne, agile, spécialisée, rentable et source de croissance. De la même façon, Dorothée Rouzet, de la Direction générale du Trésor, a expliqué que les gains de productivité sont déjà visibles, mais encore trop limités, avec une entreprise sur 10 qui a réellement adopté l'IA. Et pendant ce temps, la chaîne de valeur reste dominée par les États-Unis, de la donnée à la puissance de calcul, en passant par le déploiement. Et Alexandra Wisniewski, du réseau Canopé, nous a rappelé un chiffre qui doit faire réfléchir aussi bien les pédagogues que nous sommes que les entreprises. 42% des Européens n'ont pas les compétences numériques de base. C'est un enjeu central parce qu'une Europe sans compétences numériques, c'est une Europe dépendante. Et Antonin Bergeot, qui a participé à la table ronde sur l'innovation, l'a bien montré, le vrai défi européen, ce n'est pas l'invention, la création, la recherche fondamentale, mais bien l'adoption des innovations. Il a expliqué que la chaîne de l'innovation présentait en Europe de multiples fuites parce que nous ne manquons ni de chercheurs ni d'idées, mais nous transformons trop lentement ces idées en produits et les produits en emploi. Jean Schmitz a résumé de manière assez percutante ce paradoxe ce matin en expliquant que notre épargne finançait des technologies qui tuent nos entreprises. Pour lui, nous sommes un continent riche qui épargne, mais frileux. Alors selon lui, non pas par aversion au risque, mais par une régulation inadéquate. Et c'est un peu ce qu'avait souligné également Stéphane Dupré-Latour, en expliquant que le progrès, c'était pas simplement l'innovation, c'était ça nécessitait des enjeux sociaux et politiques. Sans coordination, finalement, nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir nous subventionnons les réussites et l'innovation des autres, et en particulier de la Chine. Le deuxième thème qui nous a occupés, c'est la gouvernance et les arbitrages entre politiques européennes. La table ronde sur la gouvernance européenne nous a rappelé, par exemple, que l'Europe avance
malgré sa complexité, malgré le fait d'être un objet exotique, nous a dit Sylvain Kahn, baroque, complexe, mais qui fonctionne. L'Europe en est, selon eux, la preuve. On peut évidemment pointer un certain nombre de limites, et c'est ce qui a été fait dans la table ronde, comme l'aversion au risque matérialisée dans le droit, ou des cultures nationales qui peuvent freiner l'action politique et économique. Christophe Préault a d'ailleurs souligné le poids du temps long européen qui fragilise la capacité d'action européenne et donne parfois l'impression que les États suivent la Commission plus qu'ils ne la dirigent. Et Sylvie Goulard, avec toute son énergie, a rappelé à plusieurs reprises que l'Union n'est pas seulement une union d'États, mais une union de citoyens. Et cette dimension démocratique, sociale, elle est capitale, notamment dans un contexte où il est, selon elle, urgent de réformer la gouvernance pour gagner en efficacité, mais gagner aussi en efficacité face aux défis stratégiques et singulièrement aux défis militaires stratégiques. Elle a par exemple appelé à sortir de la dissonance institutionnelle pour que l'Europe parle enfin d'une seule voix et de sortir de cette idée de l'Europe des peuples qui a mené à un certain nombre de catastrophes humaines qu'elle a rappelées avec beaucoup de force. L'autre débat clé autour de la gouvernance et des arbitrages politiques, c'est finalement cet arbitrage entre politique de la concurrence et politique industrielle. On a eu tout un débat sur le « et » ou le « ou » et l'aspect plus ou moins inclusif de ce « ou ». Et pour Emmanuel Combes, l'Europe ne souffre pas d'un excès de politique de la concurrence, mais bien d'une insuffisance de la politique industrielle, puisque il a rappelé que si la concurrence stimule, elle ne crée pas de champions. Il a également rappelé que l'Europe a des géants, mais pas de nouveaux géants, puisque notre marché intérieur reste extrêmement fragmenté. Il a cité ce chiffre du FMI, selon lequel les barrières internes au sein du marché européen équivalaient à 45% de droits de douane intérieurs, ce qui est évidemment une source d'inefficacité. Fabienne Sirodet-Garnier, vice-présidente de l'autorité de la concurrence, a rappelé que ce débat entre politique industrielle et politique de la concurrence n'était pas nouveau, qu'il existait depuis 30 ans et que finalement chaque décision de fusion, comme celle d'Alstom Siemens, rouvrait toujours cette tension. Et Pierre-André de Chalandard, en industriel qu'il est, a expliqué que finalement, dans la droite ligne de nombreux constats économiques, la concurrence était extrêmement importante, qu'elle poussait à innover, mais que dans le même temps, s'il n'y avait pas de profit, il n'y avait pas d'investissement et donc pas d'innovation et pas de croissance. Ça rappellera à un certain nombre d'enseignants une fameuse phrase que nous citons tous en cours d'Helmut Schmidt. Un des enjeux clés aujourd'hui est donc de réformer les objectifs, les arbitrages des politiques européennes, et notamment de donner un cap à la puissance normative qu'est l'Europe. Et pour finir, nous venons d'assister à une table ronde sur le vieillissement démographique, un enjeu très présent dans le rapport Draghi, mais finalement qu'on ne met pas souvent au même niveau que les transitions écologiques et numériques, mais qui est absolument déterminant pour l'avenir européen. Maxime Sbaïl l'a montré. En 70 ans, le taux de fécondité mondial a été divisé par 2. D'ici 2084, selon l'ONU, la population mondiale commencera à décroître. Et l'Europe, déjà, ne croit plus que par l'immigration. Les politiques publiques, à cette aune-là, doivent se repenser. Et c'est à cela que nous a permis que cette table ronde nous a permis de voir. D'autant plus que, comme Myriam El Khomri l'a souligné, notre modèle social devient difficilement soutenable dans ce contexte, entre le coût des retraites, le coût de la santé, le manque de personnel. Jean-Marc Daniel, lui, a élargi la perspective au niveau mondial. L'Asie vieillissant encore plus vite encore, et il existerait donc un certain nombre de réserves de croissance en Afrique et en Inde, et où il s'agirait évidemment de faire travailler davantage les plus jeunes. Enfin, Marc Gomez du groupe ADECO a rappelé
que les transitions dont je parlais, démographiques, environnementales, technologiques, se croisent, sont importantes. Et face à 480 000 emplois vacants en France, il faut aller chercher la ressource là où elle est, revaloriser les métiers manuels, repenser la formation, point sur lequel tous les participants ont été globalement d'accord. Alors, Patrick, le rapport Draghi appelle à investir dans le capital humain à tous les âges. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut réussir l'ensemble de ces transformations, aussi bien en termes d'innovation, de formation, de gouvernance? Oui. Merci Fatima. Bonsoir à tous. Je vais répondre évidemment à cette question. Je ressors de cette journée totalement déprimé parce que nous avons eu des exposés tout à fait convaincants sur le fait que l'Europe, je me suis concentré sur 6 difficultés et problèmes majeurs qui bloquent la croissance ou le rattrapage technologique de l'Europe. Et l'Europe a ces 6 problèmes et je ne vois pas de pistes pour en sortir rapidement. Alors je fais une énumération qui est un peu différente de celle de Fatima. Le premier problème, c'est le problème de compétences, effectivement. On a des enquêtes qui sortent tout le temps, l'enquête PIAC, l'enquête PISA, l'enquête Teams, qui, enquête après enquête, nous montre que le niveau de compétence des jeunes Européens, des adolescents européens ou des Européens d'âge adulte décroît continuellement. Et donc, c'est une tendance inexorable et il sera extrêmement difficile de redresser cette tendance. Et le pire, effectivement, c'est l'enquête Teams. Hein, on va avoir la nouvelle livraison de l'enquête Teams très rapidement, qui montre que le niveau en maths des jeunes Européens, et en particulier des jeunes Français, est extrêmement faible. Et la France se classe autour du 45e rang sur 60 pays qui sont suivis par l'enquête. Donc ça, c'est un. Alors le deuxième problème, c'est le problème de segmentation. Il n'y a pas vraiment de marché unique européen. Donc les entreprises ne peuvent jamais avoir l'échelle qui leur permettrait d'opérer en utilisant plus d'efficacité, en étant plus efficace. Et à nouveau, on ne voit pas tellement de sortie de ce problème de segmentation à cause de ce que nous a raconté effectivement Sylvie Goulard sur la gouvernance européenne. On a une gouvernance qui consiste pour les chefs d'État européens à tirer le maximum d'avantages pour leur pays des politiques européennes et pas à se soucier de l'intérêt de l'Europe. Et donc, tant qu'on aura ça, il y aura un marché segmenté et on ne bénéficiera pas en réalité du marché unique. Le troisième problème, c'est la lenteur d'adoption des nouvelles technologies. Donner l'exemple de l'IA, c'est un problème de défaut du système de formation, défaut du système de formation permanente, sous-investissement des entreprises. On a rappelé que la défaillance européenne, ce n'est pas la recherche fondamentale, hein, c'est la recherche en entreprise. Le quatrième problème, c'est que l'Europe ne garde pas son épargne. Ça a été répété plusieurs fois et moi, ça me paraît extraordinairement important. C'est difficile à estimer. Tout le monde cite le chiffre de 350 milliards d'euros d'épargne des Européens qui part aux États-Unis chaque année. Bon, il y a une base statistique de ce chiffre assez floue. Enfin, c'est un ordre de grandeur raisonnable. Et alors, on a un cercle vicieux évident. Alors, on dit, oui, on va faire l'union des marchés de capitaux, qu'on appelle maintenant l'union de l'épargne et de l'investissement, et tout va aller bien. Mais il y a un cercle vicieux épouvantable, parce que nous sous-investissons. L'Europe sous-investit, c'est l'essence du rapport Draghi. Donc, nous avons des entreprises européennes qui ont des rentabilités faibles. Donc, l'épargne des Européens va s'investir naturellement aux États-Unis, où il y a des entreprises de rentabilité élevée. Et donc, nous n'avons pas d'épargne pour investir et nous continuons à sous-investir, etc. Donc, sortir de ce cercle vicieux sera extrêmement difficile. Et puis,
Qu'est-ce que j'avais... Alors, et donc, oui, dernier, avant que je passe à mes 3 points de débat, dernière difficulté, c'est la question la question de l'incohérence. Alors, je ne crois pas, comme Emmanuel Combe qu'il y ait vraiment une incohérence entre la politique de la concurrence et la politique industrielle. Mais je crois qu'il y a une vraie incohérence entre la politique industrielle et la politique environnementale. Effectivement, nous avons mis des normes environnementales sans nous soucier d'avoir des producteurs européens qui puissent nous aider à satisfaire ces normes. C'est extrêmement différent de la pratique chinoise. Les Chinois ont mis des normes environnementales assez strictes. Hein. Regardez les investissements en énergie renouvelable. Enfin, c'est la Chine, c'est la moitié de la capacité de production d'énergie renouvelable dans le monde. Hein. Mais ils ont construit les filières industrielles qui leur permettaient d'être autosuffisants compte tenu de ces normes. L'Europe a mis des normes et n'a pas construit les filières industrielles. Alors je passe maintenant aux 3 débats qui me paraissent extrêmement importants et pour lesquels nous avons eu une diversité d'avis. Le premier débat, c'est sur les effets de l'intelligence artificielle. Alors en fait, il y a 2 thèses centrales. Il y a soit l'intelligence artificielle est complémentaire à l'emploi, c'est-à-dire va enrichir le contenu des emplois et donc va permettre de faire des gains de productivité, soit l'intelligence artificielle est un substitut à l'emploi et donc elle va détruire des emplois. Et comme on l'a vu avec Internet, hein, la dernière version du numérique, en réalité, Internet a fait chuter la productivité. Pour résumer ça, il y a beaucoup plus de chauffeurs Uber que de codeurs Internet. Hein. Et donc, il y a eu un report de l'emploi, des emplois détruits par l'arrivée d'Internet, à des emplois de faible qualification. Alors, dans la littérature de recherche, il y a les 2 thèses. Par exemple, Acemoglu, qui était le prix Nobel l'année dernière, défend la thèse qu'il y aura de fortes destructions d'emplois dans des secteurs qu'il énumère, et que ces emplois se récupéreront dans des secteurs très peu sophistiqués. Et Aghion, le prix Nobel de cette année, a la thèse opposée, et nous explique dans un de ses papiers de recherche que l'essentiel des effets de l'intelligence artificielle, c'est l'enrichissement de la qualité des emplois de niveau intermédiaire de qualification. Donc, comme les 2 prix Nobel ne sont pas d'accord, donc j'éviterai d'avoir un avis personnel. Et donc, je pense qu'on n'a pas assez de recul de plus. Hein. Bon, enfin, il y a un vrai sujet. Et il faut se poser la question du scénario du pire. C'est le scénario chauffeur Uber. C'est que l'IA va détruire les emplois dans les services juridiques, dans les traducteurs, chez les codeurs, etc. Et tous ces gens vont devenir serveurs de bistrot. Et donc, ça ne sera pas terrible pour le niveau global de productivité. Donc, le deuxième débat, c'est le débat... on a eu des affirmations très très claires en disant la bonne nouvelle liée à la construction européenne, c'est l'euro. Et donc l'euro nous a apporté beaucoup. Mais moi, j'ai vraiment des doutes sur le fait que l'euro a apporté beaucoup à l'économie européenne. Il faut savoir que passer à une monnaie unique, faire une zone monétaire optimale, normalement, c'est défavorable parce que vous perdez plein de politiques monétaires. Vous avez chaque pays qui avait sa politique monétaire, il n'y a maintenant plus qu'une seule politique monétaire. Donc il faut avoir des effets induits très positifs pour avoir un effet favorable globalement du passage à la monnaie unique. Et alors, il y a la difficulté, c'est qu'on voit que ces effets favorables sont quand même très, très difficiles à trouver. Et les 2 problèmes de la zone euro, c'est qu'il n'y a pas du tout d'harmonisation des marchés du travail, il n'y a pas de marché du travail unique, donc il y a une divergence des coûts salariaux. Et la divergence des coûts salariaux n'étant pas compensée par des corrections par les taux de change entraîne des pertes de compétitivité pour les pays qui ont des coûts salariaux qui augmentent plus vite que la moyenne. Et puis il n'y a pas de coordination des politiques budgétaires. Et cette absence de coordination des politiques budgétaires, vous connaissez les critères de Mundell, est très déstabilisante,
et puis fait des comportements de passagers clandestins. Donc j'ai un doute sur le fait qu'on puisse se réjouir d'avoir l'euro. Donc ça me rend peu sympathique, mais j'ai un vrai doute. Et alors le troisième débat que nous avons eu, c'est le débat qu'on peut appeler débat Jean-Marc Daniel, c'est sur quelle est la solution au recul violent, très violent de la fécondité. Alors, je n'ai pas besoin de répéter la thèse de Jean-Marc, et moi, je n'adhère pas du tout à la thèse de Jean-Marc, parce que je pense... Alors, ça paraît très intelligent. Disons, bon, alors, les jeunes sont en Afrique et en Inde, les vieux sont en Europe et bientôt aux États-Unis parce qu'ils ne veulent plus d'immigrants. Et donc, on va investir en Afrique et en Inde et on va récupérer le revenu du capital. Enfin, il faudrait que les Africains et les Indiens soient complètement stupides pour nous renvoyer durablement le revenu du capital qui serait généré par les usines qui sont construites dans leur pays et qui utilisent la main-d'œuvre de leur pays. La main-d'œuvre de ces pays va très rapidement acquérir le savoir-faire technologique de ces usines, et donc ils nationaliseront ces usines, et donc on aura une très grande vague d'expropriation des propriétaires vieux européens ou vieux américains. Donc la solution de Jean-Marc, ça nous prépare à l'expropriation massive des biens investis dans le reste du monde, et donc la seule solution, d'abord c'est l'IA. Peut-être si l'hypothèse positive se révèle, donc s'il y a des gains de productivité liés à l'IA, peut-être peut-on supporter cette perte de population. Et puis c'est la robotisation. Alors on n'a pas beaucoup parlé de robotisation aujourd'hui, qui est quand même liée à l'IA aussi. Mais alors là, le problème, c'est que la France a un retard considérable sur la robotisation. Quand on compte les robots, alors il s'agit surtout des robots industriels, mais enfin il y a des robots maintenant pour les services. Il y a 180 robots industriels pour 10 000 salariés en France, et il y en a 400 au Japon, il y en a 1100 en Corée. Donc les pays d'Asie ont une stratégie très différente de la stratégie Jean-Marc Daniel pour résister au vieillissement. Ils robotisent considérablement, et y compris les tâches domestiques, etc. Et ils s'en tirent. Et ils font encore des gains de productivité que nous ne faisons plus aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas complètement rassurant quant à l'avenir de l'Europe. Et deux, il ne faut pas se dépêcher de trancher des questions qui sont cruciales pour notre avenir, mais sur lesquelles on manque de recul aujourd'hui pour décider qui arrête. Merci beaucoup.